quelqu'un, bon déjà, dans le peu de temps que vous avez bien voulu consacrer ou non à jeter un coup d'œil, ça ne s'appelle pas lire, c'est se ressaisir. Enfin, vous faites ça depuis le début de votre scolarité, je pense. Imaginez si on... Bon, parce que s'il y avait des interros surprises en philo, ce qu'il n'y aura jamais, ce serait peut-être un réflexe, mais ce ne serait pas non plus bon, parce que lire rapidement un cours, c'est ne pas lire finalement. Bon, merci. Sabri, allez-y. La dernière fois, on avait dit que la géographie, c'était la science de la Terre, en tant que la Terre est écrite par l'humain. On n'avait pas de choix pour le géométrie. Très bien. Pourquoi nous avons réfléchi longuement même? Quelle est notre question? Parce que l'une d'entre vous, je crois que c'était au féminin, avait intuitivement associé le thème de la vérité au thème de l'être. Parce que quelqu'un se reconnaît. C'était pas du tout une erreur, c'était juste... Bon, passons. Alors qu'on a assez vite convenu, pour certaines raisons qui tiennent à ce que veut dire le mot vérité, que non, ça concerne plutôt la connaissance. C'est-à-dire, la troisième, c'était... J'ai pensé à vous, effectivement. Bon. Donc, et c'est pas faux, puisque c'est l'occasion de rappeler que toute connaissance, en particulier qu'on a qualifié d'être scientifique, porte à un objet. Toute science a un sujet qui est l'humain, et elle a un objet qui peut être l'humain dans les sciences humaines, bien sûr, qui est réel dans les sciences expérimentales, c'est-à-dire c'est pas dans ma tête, c'est pas simplement un concept, la physis, la nature. C'est une réalité que nous essayons de décrire, en commençant par l'observer. Alors, pour en venir, bon, tout le monde se resitue, etc. Pas si vous avez des réflexions à mener sur qu'est-ce que c'est qu'observer, qu'est-ce que c'est que percevoir, qu'est-ce que c'est que voir la réalité en face, et ce genre de trucs, ça peut être bien de... Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il y a corrigé sur le blog de ce sujet. Donc, Sabri nous rappelle que, justement, profitant du fait que c'est le même radical au début de ces trois mots, écoutez bien, que c'est le même radical au début de ces trois mots, géographie, géométrie, géologie, ça va être l'occasion de montrer que toute science est définie par son objet, qu'elle définit elle-même en retour, en disant c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Après tout, si on essaye de décrire un objet pour ce qu'il est, mais ce serait toujours d'un point de vue, etc., c'est ça qui dit, qui fait remarquer, sans doute après d'autres, que c'est interminable la description d'un objet, d'un simple objet. Donc c'est notre regard, avec notre intérêt, qui trace un chemin vers cet objet. Je vais plutôt m'intéresser à ça. Bien. La géographie, c'est donc la Terre en tant qu'elle est écrite par l'humain, et nous avons expliqué ça. La géologie, c'est la Terre et ses caractéristiques physiques, moi je préciserai qu'en tant qu'elle facilite la vie. Je crois qu'on peut dire ça. Néanmoins, pourquoi s'intéresse-t-on aux différentes couches terrestres? C'est ça la géologie, les couches géologiques. Et pourquoi s'intéresse-t-on donc au temps terrestre, au temps géologique? Ça sert à ça d'aller chercher les couches. Parce que c'est, vous voyez comme quoi c'est déjà intéressé, c'est la vie que nous cherchons derrière les caractéristiques physiques de la Terre. Et une forme de vie un peu particulière qu'on appelle la vie humaine. Mais donc, c'est quoi la géologie? C'est l'étude de la Terre, non pas en tant qu'elle est déjà dessinée, cartographiée, etc. par l'humain, non en tant qu'elle a ses caractéristiques indépendamment de l'humain. Mais si quelqu'une se disait, mais au fond, pourquoi étudie-t-on la Terre dans ses caractéristiques le plus possible objectives, indépendamment de nous? C'est toujours finalement pour nous expliquer comment nous avons vécu, comment nous vivons aujourd'hui et comment nous pourrions vivre encore pour le mieux après. On s'intéresse. Je ne sais pas quelle démarche de connaissance, mais serait tout à fait désintéressée. Connaître, c'est ce qu'on appellerait peut-être la contemplation. Regarder les étoiles pour les étoiles, et sans se demander si elles peuvent m'orienter dans le monde. Puisque c'est grâce aux étoiles
que nous sommes d'abord orientés, parce que c'est des points fixes, etc. Ça vous va à peu près, moi je ne suis pas géologue, mais voilà l'idée que je me fais de la géologie. Ça oui, pas besoin d'aller plus loin. Ouf, ça tombe bien. On n'aurait pas su dire beaucoup de choses, si ce n'est essayer d'entrer. Vous voyez la question de l'anthropocène et tout ça. Bon, c'est pas le moment. La géométrie. Alors là, essayons d'être rapide, mais en toute rigueur, la géométrie n'a rien à voir avec les figures que nous pouvons tracer sur un papier ou sur un tableau ou sur le sable avec un bâton. Car essayez de, peut-être pas de vous souvenir de ce cours, mais de vous souvenir où il se trouve dans vos notes, c'est-à-dire en tout début d'année, lorsqu'on parle des sciences hypothético-déductives, on parle de sciences qui ont des objets qui n'existent pas en dehors de notre raison. Sur quoi porte la géométrie? Pas comme on nous l'a enseigné à toutes et à tous quand nous étions tout petits et toutes petites. Non, la vraie géométrie, quoi. Enfin, la géométrie débarrassée de toute cette matérialité, si fine soit-elle. Parce qu'après tout, les lignes qu'on peut tracer sur un papier, elles peuvent être très fines, mais ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi dire, sans refaire le cours du mois de septembre, pourquoi dire que l'objet étudié dans les sciences hypothético-déductives, qui portent bien leur nom, parce que ça veut dire qu'elles portent sur des hypothèses. On se moque bien de savoir si, dans la réalité, une chose, une réalité, une chose correspond au concept qu'on a en tête. Ouais, du coup, c'est quoi l'objet des sciences hypothétiques? On est en train de le dire. Donc, pourriez-vous, quelqu'un qui peut-être aurait la mémoire plus fraîche que la vôtre, quelqu'une pourrait-elle donner un exemple pour dire, mais effectivement, bien sûr qu'on projette matériellement ce concept à travers une figure géométrique. Mais l'objet sur lequel réfléchit une ou un géomètre, nous ne parlons pas du métier qui s'appelle être géomètre et mesurer des distances. La géométrie, comme nous l'avons apprise, même toute petite, avec des grandes abstractions finalement. C'est quand on nous disait, là tu sais, une ligne droite, c'est infini. Comment je vais voir l'infini? Ah, tu ne peux pas le voir. Tu peux seulement le penser. C'est un concept. Pourquoi il est infini? Parce qu'entre deux points, il y a non seulement un autre point, mais une infinité de points. Des catégories de pensée. On en fait l'hypothèse. Ça ne se voit pas, l'infini, et encore moins ça ne se mesure. Dans la vie sociale, dans la vie de l'activité économique, des géomètres, ça veut dire mesurer. Ça sert pour le cadastre d'une ville. Ça, c'est encore ta propriété. De l'autre côté, c'est plus la tienne. Tu es chez l'autre. Mais ça n'a rien à voir avec la géométrie. Pourriez-vous donner un autre exemple? Tout simple. Moi, j'ai donné peut-être un des plus simples, donc le plus facile. La notion de ligne en géométrie n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la ligne empirique. Voilà des mots très pratiques. Empirique, ça veut dire dont on fait l'expérience. Concrètement, quand tu parcours telle distance, tu arrives toujours à destination, sauf si c'est à des milliers de kilomètres, mais entre ici et là, si tu te mets en marche, à un moment tu touches la porte. Eh bien, Zénon d'Élée, un sceptique, comme on dit dans l'école de philosophie grecque, Zénon d'Élée, si vous voulez, on écrit tout à l'heure, mais vous pourriez noter ça, je vous le dis. Élée, je ne me rappelle plus si c'est une ville ou une région, ou la Macédoine, peu importe, on ne cherche pas. Donc Zénon, c'est Z-E-N-O-N, les paradoxes de Zénon. Zénon d'Élée, D', E majuscule, L et E. Donc les paradoxes de Zénon d'Élée, moi j'appartiens à une génération où on nous parlait de ça en première, par exemple. Mais vous, on vous a parlé peut-être d'autre chose, et tout aussi intéressant. Mais je ne sais pas, des gens de ma génération connaissent, tous entendu parler de ça. Donc les paradoxes de Zénon d'Élée, c'est le lièvre ne rattrapera jamais la tortue. La flèche n'atteindra jamais la cible. Pourquoi? Parce que pour parcourir la distance, si je pense à la flèche, pour parcourir la distance entre mon arc et la cible, il va falloir parcourir la moitié, au moins, de cette distance. Et pour atteindre cette moitié, il va falloir la moitié, puis la moitié. Entre deux points, quand on arrive au point les plus proches, il reste encore combien? Une infinité. Parce que, et même chose avec le lièvre, qui, comme dans l'affaire de La Fontaine, bien plus tard, essaye de rejoindre la tortue. Le retard qu'il a pris, il ne le rattrapera jamais.
Pas dans le monde physique, bien sûr qu'il va la rattraper. Mais dans le monde géométrique, il ne la rattrapera jamais. Pourquoi? Parce qu'entre deux points, il y a une infinité de points. Et tu mets combien de temps à parcourir une distance infinie? Un temps infini. Ah, mais en fait, on ne parle plus du tout des mêmes choses. Il nous embrouille, pour le dire aujourd'hui, parce qu'il fait comme si l'espace empirique, E-M-P-I-R-I-Q-E, mot que vous avez déjà écrit dès le mois de septembre, parce que l'espace empirique, enfin, donc, il confond, c'est un jeu de l'esprit, il confond l'espace empirique, où on parcourt des distances qui sont finies, c'est-à-dire limitées. Fini, nous prenons comme l'opposé de infini. Il joue avec les catégories de notre esprit. Il y en a une qu'on appellera l'espace empirique. Là, on fait des expériences. Entre cette trousse et ma main, désolé, il n'y a pas une infinité. Et donc, il superpose, il télescope l'espace empirique, excusez-moi, ça fait 10 fois que je répète, et l'espace géométrique. Mais géométrique au sens où Euclide fonde la géométrie. Où on se met à réfléchir sur des objets qui n'ont aucune épaisseur, aucun poids. Un point, c'est gros comment? Même si tu pointes d'une pointe extrêmement fine de stylo, de compas ou de ce que tu voudras sur ce tableau, ça n'a rien à voir avec le point géométrique. Pourquoi? Ce n'est même pas l'explication, mais comme représentation, il faut combien de points pour constituer un segment, une infinité, etc. Quel exemple? Je vous donne un autre exemple qui est un peu plus sophistiqué. Je pense à deux exemples. Donc, exemple pour montrer quoi? Que l'espace conçu dans la géométrie, par exemple d'Euclide, géométrie d'Euclide à travers laquelle nous avons appris, vous et moi, la géométrie. Exemple pour montrer que ce n'est pas le même objet. Un géomètre, ce n'est pas un géologue. Et une géomètre n'est pas une géologue. Alors, première remarque. Vous voyez, c'est ça qui est tout à fait étonnant. Ce sont des objets qui sont de simples concepts, qui sont de simples notions que j'ai dans mon esprit et pour lequel je ne trouve aucun correspondant tel quel dans l'espace extérieur, dans l'espace empirique, etc. Si vous voulez comprendre ça rapidement et que vous, un peu trop spontanément, nous référons à l'activité de géomètre salarié, et c'est très utile, etc., qui mesure des distances, regardez. Oui, alors, je n'ai pas terminé ma phrase, excusez. Donc, voici un triangle. Les propriétés de ce triangle marquent, ça ne va pas être facile de regarder mon petit dessin qui est très, pas spécialement beau, mais faites un effort pour me faire croire. Là, je crois plus du tout. Les propriétés de cette figure sont exactement les mêmes que je mette, je ne sais pas, 14 cm de côté, ou que je mette 140, supposons, centimètres, ou mètres, ou milliers de mètres. C'est la même figure pour le géomètre. Où trouverait-on un équivalent? Donc la taille, les figures géométriques n'ont pas de taille. C'est tout à fait contradictoire par rapport à l'expérience que nous faisons, etc. Bon, merci pour votre approbation. La figure la plus exemplaire de ce point de vue, c'est le cercle. Tu peux le dessiner comme tu veux, le cercle. La grandeur n'importe pas. Qu'est-ce qui définit un cercle? C'est que tous les points sont égaux. Regardez, voilà comment on définit le cercle. C'est paradoxal. C'est pas très... C'est l'ensemble des points équidistants par rapport à un point, à même distance. Mais la notion de distance est à revoir complètement. Ah bon, à combien? Peu importe. En fait, c'est une ligne qui s'enroule autour d'un point central. Voici mon premier exemple, ou une piste d'exemple. En voici une autre. Enfin, voici un autre exemple.
que je lui mette la tête en bas, comme on dirait quand on était petit, que je lui mette la tête en bas, ou le sommet broncé là, à gauche ou à droite, ça ne change rien. L'espace géométrique, voici un mot qui pourrait peut-être vous aider. Louis, s'il vous plaît, enfin, je vais vous supplier d'écouter, prenez vos responsabilités, mais vous ne pouvez pas passer les 2 heures de vendredi, qui sont nos 2 heures à nous, la première à dormir et on va voir pour la deuxième. Bien sûr que non, vous le savez bien. Surtout pas à 3 jours d'un backlog. Donc, il y a un mot dont on se sert dans ces sciences-là, c'est la notion d'isotopie. L'espace géométrique n'a pas d'orientation. Allez, notez. Isotopie, iso ça veut dire c'est la notion d'égalité. C'est comme écrit en latin, iso c'est la notion d'égalité, mais en grec. Topie, topos, ça veut dire quoi? Si vous avez ce mot-là dans le texte, vous faites comment? Vous allez chercher des mots que vous connaissez, formés sur topos, utopie. Utopie, dystopie. Vous êtes vraiment dans un siècle où le mot topos, il faut le connaître, hein, puisque dans tous les films que nous regardons peut-être, ou les romans et tout ça, les mangas, 9 fois sur 10, il est question de dystopie. Donc, topos, ça veut dire le lieu, donc, ou l'espace, hein, la topologie. Bon. Eh bien, un espace isotope, cela veut dire que il n'y a pas de hiérarchie dans cet espace, par exemple, entre le haut et le bas. Ça vient contredire notre expérience de l'espace. Quand tu marches sur tes mains, quand tu te mets sur la tête en faisant le poirier, tu vois la différence. Le haut et le bas, socialement, c'est très valorisé. Être en haut, être en bas. Être à gauche, être à droite. C'est même des symboliques qu'on retrouve dans la vie politique, n'est-ce pas? Eh bien, l'espace géométrique est isotope. Peu importe l'endroit où ça se trouve, la figure, parce que c'est le même. Et en un sens, il n'y a pas d'endroit dans l'espace géométrique. Il n'y a pas de dessous, de dessus, de côté, de face, parce qu'il n'y a rien à voir. Voir au sens de perception. Voici, un peu rapidement présenté, mais on en avait déjà parlé, voici des exemples pour nous faire toucher du doigt la différence de définition, c'est carrément une différence de définition, entre espace, on dira réel, disons empirique, là où je fais des expériences, et l'espace conceptuel de la géométrie, où tu n'as affaire qu'à des concepts, qu'à des définitions. Alors, puisqu'on y est, et puisque ça intéresse en tout cas quelques-unes d'entre vous, et j'espère tout le monde, vous voyez bien qu'il s'agit à chaque fois de définir ce qu'on va chercher dans la réalité. Parce qu'un concept, bon, je ne termine pas ma phrase, excusez-moi, sinon on est parti pour beaucoup plus longtemps encore. Je vous raconte une histoire que je connais un petit peu. Encore une fois, je ne suis pas logicien, je ne suis pas géomètre, mais quand on fait de la philosophie, quand on fait ses études, on doit apprendre ça, et on comprendra plus tard à quel point c'est important. Je vous conseille soit de bien écouter, et après vous prendrez rapidement des notes, soit au fur et à mesure de prendre des notes. La géométrie euclidienne, tout le monde a déjà entendu cette expression, ou pas? Ouais. On a fait des mathématiques, vous et moi, à travers cette théorie. Vous voyez, si vous ne vous en souvenez pas, vous avez peut-être tendance à penser que c'est l'espace. Non, c'est l'espace pensé par un grec de l'Antiquité qui s'appelait Euclide et qui a mis en forme une géométrie. Les éléments, voilà, je cherchais le livre, c'est les éléments d'Euclide. Euclide. En fait, ce n'est qu'une géométrie parmi d'autres. Qui nous semble intuitive, c'est-à-dire qui semble correspondre, je souligne à 3 traits, correspondre avec notre expérience de l'espace, du monde. Euclide, donc il y a des théorèmes, on rappelle qu'un théorème, moi je vous conseille d'écrire, hein, mais bon. Mais vous faites ce que vous voulez, vous pouvez soutenir le radiateur au risque qu'il s'effondre, ou penser que mardi, tiens, ça pourrait être utile. Alors,
vous savez, vous avez un peu de formation, comme on dit, scientifique peut-être en bon, bah voilà, normalement, c'est pas très facile, mais vous avez une petite formation autour de ça. Bon, vous savez qu'un théorème, ça se démontre. Mais on ne peut pas tout démontrer. Rappelez-nous comment ça s'appelle, des énoncés qui vont permettre de démontrer tout le reste, mais qui eux-mêmes sont indémontrables. Soit on appelle ça, en pensant à la langue latine, on demande au lecteur, à la lectrice, de nous accorder que c'est vrai. Mais on ne peut pas le démontrer. On demande, ça se dit postuler, postulat, un postulat. Si on dit en grec, ça s'appelle des axiomes. Et le mot déjà en dit long, axiome, axios, c'est l'idée que c'est digne d'être considéré comme vrai. Bah ouais, je te remercie, mais être digne d'être considéré comme vrai, ça ne veut pas encore dire que tu as démontré que c'était vrai. Allez, accorde-moi ça. Telle était la démarche de Euclide. Il y avait notamment un postulat, je crois que c'est la 29e proposition des éléments d'Euclide, le postulat dont nous sommes toutes et tous servis pour une démonstration en géométrie. C'est comme les choses fondamentales. Tout à fait. Et le fond, la grande question, c'est alors le fond, il repose sur quoi? On revient toujours à cette grande question. Donc, vous souvenez-vous qu'un professeur, qu'une enseignante vous ait dit ça, par un point extérieur à une droite, d'ailleurs, à une droite, par un point extérieur à une droite, c'est le postulat des parallèles. Par un point extérieur à une droite, tu peux mener une parallèle, il y en a au moins une, mais toutes les autres viendront couper, toutes les autres droites viendront couper la première. Toutes les autres seront séquentes. Donc par un point extérieur à une droite, tu peux mener une parallèle et une seule. Ça vous rappelle peut-être des choses. Petit problème, c'est donc la 29e proposition d'Euclide, dans les éléments d'Euclide. Petit problème, Euclide n'arrive pas à démontrer ça. Donc ça devient un postulat. Il demande au lecteur, aux lectrices, si c'est trop facile, on va beaucoup plus vite, hein. Si vous avez le temps de parler en plus. C'est 2022, tout change. Surtout quand à 3 jours, etc. Vous connaissez la suite de la phrase. Donc sur ce genre d'explication, il ne faut pas rater trop de mots, sinon on va trouver d'abord que c'est inintéressant possible, et surtout que c'est très confus, alors que ça n'est pas trop. Donc, Euclide demande, donc postule la vérité de cet énoncé. C'est-à-dire, il énonce cette proposition, cette affirmation comme un postulat. Il n'arrive pas à démontrer. Étant donné que toute la géométrie qui a suivi s'est référée à Euclide, à la pensée d'Euclide, à la théorie d'Euclide, les géomètres qui sont venus après, mais pendant des siècles et des siècles, quoi, ont essayé de rendre un petit service à Euclide en disant « Bon, t'as pas réussi toi, nous on va le faire pour toi ». Et jusque, Ryan, vous écrivez avec quel stylo là? Dehors. Plus personne ne consulte son portable dans mon cours. Faites-le dans les autres cours si personne ne vous dit rien. Dehors. On se reverra. Venez à la deuxième heure si vous voulez bien. En ayant réfléchi à ça. D'autres candidats? Réfléchir à quoi? On dirait que c'est votre problème. Oui, bien sûr. C'est bien ce que vous écriviez dans votre premier devoir que vous avez bien voulu me rendre. Vous disiez, quand c'est gratuit, demande-toi qui est le produit. Eh oui, c'est dur. Alors, comment fait-on quand on veut démontrer un énoncé indémontrable et qu'on n'y arrive pas directement? Est-ce que vous vous souvenez de ce procédé? Je ne peux pas démontrer que c'est vrai. Eh bien, quand je vous donne la réponse, je vais prendre l'affirmation inverse et je vais montrer qu'elle est absurde. Ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. Pour vous, je ne pouvais pas vous donner, finalement j'ai donné aucune classe pour mardi. Mais il y a un texte de Rousseau qui répond exactement à ce format-là. C'est-à-dire, imaginons l'affirmation opposée et montrons qu'elle est absurde. Puisqu'on n'arrive pas à montrer directement la vérité d'une affirmation. On va montrer que le contraire est absurde. Donc, 19e siècle, donc très longtemps après Euclide. Oui. C'est démontré que
c'est démontrer que ce que la personne propose est absurde, ou alors que l'effet inverse, enfin que l'inverse. L'absurdité qu'on va chercher, ce n'est pas dans ce qui est affirmé, c'est-à-dire dans la 29e proposition d'Euclide, mais dans le contraire. Le contraire, c'est par exemple, non, par un point extérieur à une droite, tu peux me donner une infinité de parallèles. Ou encore le contraire, car il y a deux contraires ici, par un point extérieur à une droite, même si vous n'avez pas de portable et si c'est trop pour vous un cours de philo, vous pouvez sortir aussi, hein. N'hésitez pas. On ne reste ensemble que pour préparer mardi. Vous rigolerez tout à l'heure. Et franchement, c'est pas de rigoler qui est un problème, c'est de rigoler tout le temps, ou toutes les 3 minutes. C'est juste ça qui va pas. Moi, j'adore que vous mettiez à rigoler. Hein. Donc, surtout, vous voyez la question un peu. Et c'est hyper important parce qu'il y a, je vous disais, il y a un texte de philosophie qui est construit là-dessus. Il n'y en a pas qu'un. Je n'arrive pas à démontrer directement quelque chose. Donc, le quelque chose, ça va être une phrase qu'on va appeler grand A. Je n'arrive pas à démontrer la vérité de grand A. Et je voudrais montrer que c'est vrai. Je n'y arrive pas directement. Je vais y aller par un chemin indirect. Et je vais prendre l'affirmation de grand B, qui est le contraire à grand A, et je vais montrer que grand B, c'est pas tenable, que c'est absurde. Voilà l'idée. Au XIXe siècle, un certain Riemann, un mathématicien, un géomètre, et un autre, Lobachevsky, je peux essayer de retrouver l'orthographe si vous voulez, 19e, oui c'est ça, 20e, ils font l'hypothèse opposée pour montrer l'absurdité. Petit problème, ils ne tombent pas du tout sur une absurdité. Ils tombent sur une nouvelle conception de l'espace. C'est pourquoi, alors, n'en demandez pas trop s'il vous plaît, mais on parle de l'espace riemanien, qui, moi dans ma petite idée, mais un jour, plusieurs fois des programmeurs m'ont dit non, c'est pas exactement ça. Moi je le vois comme des espaces convexes. Vous voyez, la géométrie euclidienne, elle est plane. Qu'est-ce qui se passe quand ça devient courbe? Souvenons-nous que c'est un peu l'espace terrestre. Hein. Mais nous n'avons pas l'expérience de la rotondité de la Terre, c'est rond. Nous vivons chaque jour, certes nous savons qu'elle est ronde, mais nous la vivons comme plate. C'est pourquoi la géométrie euclidienne nous convient. Et donc, voulant montrer l'absurdité de deux énoncés, l'un qui a dit il n'y a aucune parallèle dans l'espace, elles se coupent toutes. Mais il voulait montrer l'absurdité de cela. Il voulait montrer que, non, il y a au moins une droite qui est parallèle à la première, par un point extérieur. Et si tu prends un deuxième point extérieur, tu en trouves une infinité. Eh bien, je ne sais plus lequel des deux, fait l'hypothèse que toutes les droites qu'on pourrait imaginer plus que tracer se coupent. La notion de parallèle n'existe pas. Et bien, au lieu de tomber sur une absurdité, il découvre un autre espace, qui est tout aussi valide que le premier, parce qu'en fait, il ne correspond à rien à l'extérieur. C'est-à-dire que, vous voyez, on ne parle plus de vérité, qui suppose une référence à l'extérieur de notre esprit. On parlera de validité, de cohérence du raisonnement. C'est un espace géométrique parfaitement cohérent. Ou à l'inverse, un espace, donc est-ce que c'est Lobachevsky ou Riemann? Bon, pour nous, pas très important. Ou à l'inverse, c'est pas qu'il y a une parallèle, il y en a une infinité. À quoi ressemble cet espace? Je n'arrive même pas, moi, à l'imaginer. Peut-être que vous, si ça vous passionne, vous irez plus loin, et ça vous intéressera. Donc, à la fin, et Sabri voulait faire une remarque, je conclue en disant ça, qu'est-ce que j'ai voulu montrer à travers ça? C'est que, d'abord, la géométrie porte sur un objet qui est avant tout et essentiellement un concept. C'est-à-dire quelque chose qui est formé, forgé par l'esprit humain, par la raison humaine. C'est pourquoi ces sciences s'appellent des sciences hypothético-déductives. Ce ne sont que des hypothèses. Et le plus étonnant pour nous, c'est que nous arrivions à tirer de ces simples hypothèses des déductions, des propriétés. Imagine 3 droites séquentes, triangles. Eh bien, il y a une propriété qui se démontre. C'est que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale, la somme est égale à une ligne droite, à 180 degrés. C'est fou, un truc qui n'existe pas. Mais comment